Mon fils m'a regardé dans les yeux au dîner de Noël et a dit « Mon beau-père est plus un père que toi ». À cet instant, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Les lumières du sapin de Noël clignotaient, mais le monde s'est arrêté pour moi. La table était pleine, mais je ne me suis jamais senti aussi vide de ma vie. Le bruit de la famille a disparu. J'ai seulement entendu mon cœur se briser. Le lendemain, j'ai appelé l'agent immobilier et vendu la maison. Cette même maison où j'ai appris à mon fils à marcher, où je l'ai consolé quand sa mère est décédée. J'ai pris ma vieille valise en cuir et un portrait de Françoise, ma défunte épouse. Je me suis assis à la gare routière avec le billet en main, regardant cette photo d'elle. Le monde continuait de tourner, mais je me suis arrêté là sur ce banc froid de la gare. Si vous aussi avez déjà été oublié par ceux qui devaient se souvenir, si vous aussi avez eu le cœur brisé par celui que vous avez élevé avec tant d'amour, installez-vous bien, car aujourd'hui le café vient plus amer qu'à l'ordinaire. L'histoire que je vais raconter fait mal, mais elle enseigne. Elle fait mal parce qu'elle est vraie, elle enseigne parce que la vie ne s'arrête pas. Vous savez, ce moment où vous réalisez que tout ce que vous avez fait ne valait rien quand vous découvrez que vos sacrifices ont été oubliés comme une feuille sèche dans le vent? C'est de cela que je vais parler aujourd'hui. De comment un homme de 68 ans qui a travaillé 50 ans comme maçon a été jeté comme de vieux gravats. De comment un père qui n'a jamais manqué est soudain devenu absent pour ses propres enfants. Là, à la gare routière, avec ce billet pour la campagne du Berry, j'ai pensé, Jean-Pierre, tu as élevé un fils pour le monde, mais tu ne t'attendais pas à ce que le monde t'enlève ton fils. La vie a ses petits pièges, n'est-ce pas? On plante de l'affection et on récolte de l'indifférence, on sème de l'amour et on récolte du mépris. Mais la vie continue même quand on pense que c'est fini. Et si vous aimez ces histoires qui touchent le cœur, qui parlent de la vraie vie sans maquillage, si vous aimez ces petits cafés qui réchauffent l'âme, mais parfois amertent la bouche, abonnez-vous déjà ici au conseil de Papy. Je suis toujours là avec une nouvelle histoire, un café chaud et un cœur qui bat encore même après avoir tant encaissé de la vie. Parce que vous savez, tout le monde a une histoire à raconter, tout le monde a déjà été blessé par quelqu'un qu'il aimait. Tout le monde s'est déjà senti petit face à quelqu'un devant qui il aurait dû se sentir grand. Et c'est exactement pour cela que ces histoires doivent être racontées, pour qu'on sache qu'on n'est pas seul dans cette marche tordue de la vie. Cette phrase de mon fils résonnait dans ma tête comme une cloche désaccordée. « Mon beau-père est plus un père que toi. » Comment ça? Moi qui me suis levé à l'aube quand il avait de la fièvre, moi qui ai vendu ma moto pour acheter ses premières chaussures de foot, moi qui ai pleuré en cachette quand Françoise est morte, juste pour qu'il ne me voie pas faible, mais je vais commencer par le commencement. Je vais raconter comment nous en sommes arrivés à ce Noël maudit, comment un maçon humble a perdu le seul trésor qu'il avait, l'amour de son propre fils. Comment l'argent et le statut sont devenus plus importants que le sang et la sueur de toute une vie. Comment moi, Jean-Pierre, je suis devenu un fantôme dans la vie de celui que j'aimais le plus. Alors, restez avec moi, prenez votre petit café, installez-vous dans votre fauteuil et venez écouter l'histoire d'un père qui a tout donné et n'a rien reçu en retour. Une histoire qui ressemble peut-être à la vôtre, à celle de votre voisin ou à celle de quelqu'un que vous connaissez, parce qu'au final, nous sommes tous un peu orphelins de nos propres enfants. Le voyage en car vers la campagne a duré 6 heures. 6 heures à regarder par la fenêtre, voir la vie passer, penser à comment tout a dérapé. 6 heures pour comprendre que parfois on doit disparaître pour voir si on nous manque. 6 heures pour accepter que j'ai peut-être élevé un étranger qui par hasard porte mon nom de famille. Quand le car s'est arrêté à la gare routière de Châteauroux, je suis descendu avec la certitude que c'était ma nouvelle vie. Loin de tout, loin de tous, loin de la douleur d'avoir été comparé à un homme riche qui est apparu dans la vie de mon fils seulement après qu'il était déjà élevé. J'allais recommencer de 0 à 68 ans, dans une ville où personne ne savait qui était Jean-Pierre. Mais avant de raconter ce qui s'est passé après, je dois retourner au passé. Je dois raconter comme c'était bon d'être le père de Sébastien,
Comme c'était agréable de voir ce gamin courir dans la maison en criant « Papa, papa » avec sa petite voix. Comme j'étais fier quand il avait de bonnes notes à l'école, quand il a réussi le baccalauréat, quand il est devenu ingénieur. Parce que cette histoire n'est pas seulement sur la déception, c'est aussi sur l'amour. Un amour qui fait mal, un amour qui aveugle, un amour qu'on donne sans rien attendre en retour, jusqu'à découvrir qu'on aurait peut-être dû attendre au moins un petit peu de gratitude, au moins un petit peu de souvenir, au moins un petit peu de respect. Et si vous vous demandez si je regrette d'avoir vendu la maison et disparu, si vous voulez savoir si je reviendrai en arrière, si vous êtes curieux de savoir comment cette histoire se termine, alors continuez avec moi, parce qu'il y a encore beaucoup à raconter, encore beaucoup de café à passer, encore beaucoup de cœur à briser, et qui sait à recoller les morceaux aussi. Je me souviens comme si c'était hier du jour où Sébastien est né. C'était décembre 1988, une chaleur à crever à Lyon. Et j'étais en train de travailler sur un chantier à Villeurbanne quand Françoise a commencé le travail. J'ai tout lâché, le mortier mouillé, la brique à moitié posée, tout, et je suis parti en courant à l'hôpital. Le chef d'équipe était furieux, mais je m'en fichais. Mon fils allait naître, et c'était plus important que n'importe quel mur. Quand j'ai pris ce petit bébé dans mes bras pour la première fois avec Françoise, qui souriait fatiguée dans le lit de l'hôpital public, je me suis juré, ce garçon aura tout ce que je n'ai pas eu. Moi, qui n'ai étudié que jusqu'au certificat d'études, qui ai commencé à travailler à 12 ans pour aider à la maison, qui n'a jamais eu de jouet qui ne soit pas fait de boîtes de conserve et de ficelles. Sébastien allait être différent. Et j'ai tenu ma promesse. Je travaillais de 6 heures du matin à 6 heures du soir, parfois plus tard, quand il y avait des heures supplémentaires. Samedi et dimanche, s'il y avait une petite rénovation, j'y allais avec ma caisse à outils. L'argent était compté, mais il n'a jamais manqué de lait dans son biberon, jamais manqué de couches, jamais manqué d'affection. Françoise cousait à domicile pour aider, et nous deux étions un duo imbattable. Quand Sébastien a commencé à marcher, il a transformé notre petite maison de 2 pièces en parc d'attractions. J'arrivais du travail tout sale d'enduit et de ciment, et il venait en courant. Papa, papa, c'était la plus belle chose au monde. Il m'embrassait même quand je puais la sueur et la chaux. Pour lui, j'étais un héros. Pour lui, j'étais l'homme le plus fort du monde. Pour lui, j'étais tout. Je me souviens de son premier jour d'école. Je me suis levé plus tôt. J'ai tenu à l'emmener personnellement à l'école publique du quartier. Il avait un petit cartable bleu que Françoise avait cousu, un cahier neuf et un crayon jaune qu'il ne lâchait pas. « Papa, tu viens me chercher ?»« Bien sûr que oui, mon fils. Toujours, pour toujours. Et je suis venu le chercher tous les jours pendant des années. » Même quand le travail était dur, même quand le chef râlait, je trouvais un moyen de partir plus tôt pour être là au portail de l'école. Voir son petit visage s'illuminer quand il me voyait était mieux que n'importe quelle prime. « Papa, j'ai appris à faire la lettre A. Papa, la maîtresse a dit que je suis intelligent. » Chaque conquête de lui était aussi la mienne. Quand Sébastien a eu 7 ans, Françoise a découvert le cancer. Ça a été un coup dur, mais je n'ai pas laissé qu'il perçoive le désespoir. J'ai continué à l'emmener à l'école, continué à jouer avec lui, continué à être le papa clown qu'il connaissait. À l'intérieur, je mourais avec Françoise. À l'extérieur, je devais être fort pour mon petit. C'était juste nous deux contre le monde. Françoise est partie quand Sébastien avait 9 ans. C'était dans la nuit d'un mardi pluvieux. J'ai tenu sa main jusqu'au dernier souffle. Puis je suis rentré à la maison et j'ai trouvé mon fils endormi, serré contre un petit ours qu'elle lui avait donné pour son anniversaire. Comment j'allais raconter que maman n'allait plus revenir? Comment on explique à un enfant que la vie est parfois trop cruelle? Mais on s'en est sorti. Moi et Sébastien sommes devenus un duo encore plus fort. J'apprenais à faire la cuisine en regardant la voisine. Il m'aidait à faire la lessive dans l'évier. On a créé notre routine, nos rituels. Tous les dimanches, c'était jour de pop-corn et film à la télé. Tous les samedis, c'était jour de ménage ensemble.
lui passant le chiffon sur les meubles pendant que je lavais le sol. Le temps passait et mon garçon grandissait. Intelligent à ne pas y croire. Aux réunions de l'école, les instituteurs n'avaient que des compliments. « Votre fils est un des meilleurs élèves, monsieur Jean-Pierre. » Ma poitrine se gonflait de fierté. Moi qui savais à peine écrire mon nom correctement, j'avais élevé un génie. Moi qui n'avais jamais mis les pieds dans une université, j'allais avoir un fils docteur. Quand est arrivé le moment du baccalauréat, j'ai tenu à payer les cours particuliers. J'ai travaillé les dimanches pendant 2 ans de suite. J'ai accepté tous les chantiers supplémentaires qui se présentaient. J'ai même vendu ma vieille moto. « Papa, il ne faut pas vous sacrifier autant. » Il disait, mais il le fallait. C'était le rêve de ma vie de voir mon fils diplômé, de le voir monter dans la vie, de le voir avoir ce que je n'ai jamais eu. Et ça a marché. Sébastien a réussi son concours d'entrée en école d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Quand les résultats sont sortis, il est venu en courant me l'annoncer. On a pleuré enlacés dans notre petit salon. On a réussi, papa. On a réussi. C'était vrai. Nous avions réussi. Toutes les années de sacrifice, toutes les nuits où j'ai dormi inquiet pour l'argent, toute la solitude d'élever un fils seul, tout avait valu le coup à ce moment-là. Pendant ses études d'ingénieur, j'ai continué à peiner. Il habitait à la maison, je payais tout, matériel, photocopie, même ses livres chers d'ingénierie. Parfois, il amenait ses copains de l'école à la maison, des garçons bien habillés, avec des baskets de marque parlant de choses que je ne comprenais pas, mais il me traitait avec respect. « Votre père est quelqu'un de bien, Sébastien », je les entendais dire. Et c'était vrai, j'étais quelqu'un de bien. Quand il a obtenu son diplôme, c'était la plus belle fête de ma vie. Moi en costume emprunté, cheveux peignés avec de la brillantine, assis là à la remise des diplômes, voyant mon fils recevoir son diplôme. Le maçon Jean-Pierre avait élevé l'ingénieur Sébastien Moreau. Françoise devait sourire là-haut, au ciel. Elle devait être fière de notre garçon. Elle devait être fière de nous deux. Après le diplôme, il a trouvé un bon emploi dans une entreprise de BTP. Il a commencé à bien gagner sa vie, chose dont je n'avais jamais rêvé. « Maintenant, c'est mon tour de m'occuper de vous, papa, » il a dit. Mais je ne voulais pas être un poids. J'ai continué à travailler même en gagnant peu. La maison était à nous. Il n'y avait pas de loyer et je me débrouillais bien. L'important était de voir mon fils voler haut, réaliser les rêves que je n'avais jamais pu avoir. C'est en 2019 que tout a commencé à changer. Sébastien a rencontré Élodie à une fête de son entreprise, une jolie fille, éduquée, de bonne famille. Quand il l'a amenée à la maison pour la première fois, j'ai tenu à soigner le déjeuner. J'ai fait ces spaghettis qu'il adorait depuis petit. J'ai acheté du soda, même un dessert j'ai essayé de faire. Je voulais faire bonne impression sur la petite amie de mon fils. Élodie a été polie avec moi, mais j'ai remarqué une certaine distance. Elle regardait notre maison simple avec ce regard de quelqu'un qui n'a pas l'habitude. J'ai remarqué comment elle évitait de s'asseoir sur le vieux canapé, comment elle tenait le verre de soda du bout des doigts. Elle n'a rien dit de clair. C'était la petite amie de Sébastien. Je devais respecter, mais j'ai déjà senti que les choses allaient changer. Et elles ont changé. Sébastien a commencé à amener moins d'amis à la maison. Quand je demandais des nouvelles d'Élodie, il éludait. « Ah, papa, elle est occupée avec des affaires de sa famille. » Famille riche, j'ai découvert après. Le père, monsieur Bernard, avait une grande entreprise de construction, de celles qui font des immeubles de luxe. La différence entre nous était de la taille du monde. La première rencontre avec le beau-père a été gênante. C'était l'anniversaire d'Élodie et Sébastien m'a invité à la fête chez elle, un pavillon à Neuilly-sur-Seine, de ceux avec portail électronique et jardin qui ressemblent à un film. Je me suis habillé du mieux que j'ai pu, mais je me suis senti comme un poisson hors de l'eau. Tout le monde bien habillé, parlant doucement, nourriture servie dans des petites assiettes. Monsieur Bernard m'a salué poliment, mais j'ai perçu la gêne. « Vous travaillez dans quoi, monsieur Jean-Pierre » Quand j'ai répondu que j'étais maçon retraité, j'ai vu ce petit sourire forcé. « Ah, très bien, métier honnête. » Mais le ton n'était pas de quelqu'un qui respectait, c'était de quelqu'un qui avait pitié.
Cela m'a fait plus mal que n'importe quelle brique que j'ai reçue sur la tête. À partir de ce jour, les visites de Sébastien à la maison sont devenues plus rares. Quand il venait, il semblait pressé. « Papa, je viens juste prendre quelques affaires. »« Papa, je ne peux pas rester longtemps. » Je comprenais. Nouveau petit ami, nouvelle vie, normale. Mais mon cœur sentait déjà que quelque chose se perdait en chemin. Mon garçon grandissait, s'éloignait, et je ne savais pas comment le retenir. Quand ils se sont fiancés en 2020, je n'ai pas été prévenu avant. J'ai découvert par Facebook de la voisine qui avait vu une photo. J'ai appelé Sébastien. « Mon fils, c'est vrai que tu t'es fiancé ?»« Ah, papa, désolé, j'allais te le dire aujourd'hui. C'est allé un peu vite, tu sais comment c'est. »« Vite ?» Comment c'était une des choses les plus importantes de sa vie, et moi, j'étais le dernier à l'apprendre. Le mariage était prévu pour 2021, mais a dû être reporté à cause de la pandémie. Finalement, ça s'est fait en 2022. Dans une belle église du 16e arrondissement et fête, dans un club chic. Je me suis senti perdu au milieu de tant de gens élégants. Sébastien me présentait comme mon père, mais semblait gêné. Ce n'était plus cette fierté de quand il était petit. Voici mon père, l'homme le plus fort du monde. À la fête, je suis resté à une table dans un coin avec des parents éloignés d'Élodie. Monsieur Bernard a fait un beau discours sur accueillir Sébastien comme un fils. Tout le monde a applaudi. Quand mon tour de parler est arrivé, j'étais nerveux, j'ai bégayé et parlé peu. Je veux juste que mon fils soit heureux. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Trop simple, à côté de l'éloquence du beau-père riche. Après le mariage, les choses ont empiré. Le couple est allé vivre dans un appartement que Monsieur Bernard a donné en cadeau. 3 chambres, 2 salles de bain, balcon avec vue, chose que je n'aurais jamais pu donner. Mes visites sont devenues gênantes. « Papa, appelle avant de venir, hein? Parfois on a des engagements. Engagement. J'étais devenu un engagement dans la vie de mon propre fils. Quand Maxime, mon premier petit-fils, est né, j'étais radieux. Enfin, j'allais être grand-père, mais même ça, c'est devenu compliqué. Je voulais aider, garder l'enfant quand il sortait, donner le bain comme je faisais pour le petit Sébastien. Papa, merci, mais la mère d'Élodie s'en occupe déjà. L'autre grand-mère riche, celle qui avait maison avec piscine et femme de ménage. Il devenait clair que j'étais le grand-père de seconde classe, le grand-père pauvre, celui qui gênait quand il venait chercher le petit-fils à l'école privée, celui qui donnait des cadeaux simples à côté des jouets chers que M. Bernard achetait. Maxime était affectueux avec moi, mais percevait la différence. « Papy Jean-Pierre, pourquoi tu n'as pas de voiture comme Papy Bernard ?» Quand Emma est née 2 ans plus tard, la situation était déjà cristallisée. J'étais visiteur sur rendez-vous dans la vie de mes petits-enfants. « Papa, dimanche, ça ne va pas. On va chez les parents d'Élodie. Toujours chez les parents d'Élodie. Le barbecue était là-bas, Noël était là-bas, l'anniversaire des enfants était là-bas. J'étais devenu figurant dans l'histoire de ma propre famille. Les enfants ont commencé à m'appeler Papy Jean-Pierre et l'autre Papy, juste Papy, comme si lui était le grand-père et moi juste quelqu'un qui, par hasard, avait le même nom. Ça faisait mal d'entendre Maxime dire « Papy m'a donné une nouvelle console ». Et moi là, avec mon petit cadeau emballé dans du papier journal, me sentant petit. Sébastien ne s'en rendait pas compte, ou faisait semblant de ne pas s'en rendre compte, de comment j'étais mis de côté. Quand j'essayais de parler, il éludait. « Papa, ce n'est pas vraiment ça. C'est que les parents d'Élodie ont plus de moyens, tu vois ?» Moyens, joli mot pour dire que j'étais trop pauvre pour faire partie de sa nouvelle vie. Trop pauvre pour être un grand-père complet. Et ainsi, je devenais un étranger dans la vie de celui que j'aimais le plus. L'homme qui avait élevé Sébastien seul, qui s'était sacrifié pour lui toute sa vie. Maintenant, j'étais moins important que le beau-père qui était apparu quand tout était déjà fait. C'était comme être effacé de sa propre histoire, comme si mes années de sacrifice ne valaient rien à côté d'un compte en banque bien garni. Noël 2024 est arrivé avec cette agitation habituelle. Sébastien m'a appelé 2 jours avant. « Papa, il y aura le dîner chez nous le 24 ? Viens. Les enfants veulent te voir. » J'étais content.
Enfin, un Noël chez mon fils avec ma famille. J'ai acheté quelques cadeaux simples, une petite poupée pour Emma, une petite voiture pour Maxime, et je me suis habillé avec soin. Quand je suis arrivé à l'appartement, c'était déjà plein. Monsieur Bernard et Madame Catherine, les parents d'Élodie, étaient installés dans le salon comme s'ils étaient les propriétaires de la maison. Les enfants ont couru me saluer, mais sont vite retournés vers Papy Bernard, qui avait apporté d'énormes cadeaux emballés dans du beau papier cadeau. Mes emballages de papier journal semblaient misérables à côté. La table était mise avec de la belle vaisselle, verres en cristal, serviettes en tissu, chose que je n'avais jamais vue, même au cinéma. Je me suis senti déplacé, mais j'ai essayé de me tenir bien. Sébastien m'a placé au bout de la table, loin des enfants, loin de la conversation principale. C'était comme si j'étais un invité gênant qu'on ne pouvait pas renvoyer. Pendant le dîner, M. Bernard dominait la conversation, parlait des affaires, des voyages qu'il avait faits avec Mme Catherine, des projets pour la retraite. Je pense acheter une maison à la mer pour que toute la famille puisse l'utiliser, a-t-il dit, regardant Sébastien comme un père fier. Moi là silencieux, mangeant ma bûche et faisant semblant que ça ne me dérangeait pas. Les enfants étaient excités. « Papy, on pourra aller à la mer tout le temps ?»« Bien sûr, mes petits-enfants, papy va s'occuper de vous. » J'étais là, mais c'était comme si j'étais invisible. Personne ne demandait mon avis, personne ne m'incluait dans la conversation. J'étais le grand-père de décoration, celui qui était là par obligation, pas par amour. Monsieur Bernard a commencé à raconter des histoires de sa jeunesse, comment il avait construit son empire à partir de rien. J'ai beaucoup travaillé pour arriver où je suis. Aujourd'hui, je peux donner à Sébastien et à Élodie ce qu'ils méritent, comme si je n'avais jamais rien donné à mon fils, comme si ma sueur et mon sacrifice ne valaient rien. C'est alors qu'il a abordé un sujet qui m'a glacé. « Sébastien, je pense te faire associer de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en dis? Il est temps que tu aies ta propre société de construction. Mon fils était radieux. Sérieusement, monsieur Bernard? Ça serait un rêve, monsieur Bernard. » Mon propre fils appelait son beau-père monsieur Bernard avec plus d'affection qu'il ne m'appelait papa. Élodie souriait, les enfants applaudissaient, tout le monde heureux avec la proposition, et moi, là voyant mon fils gagner sur un plateau, ce que je n'avais jamais pu donner. Une entreprise, sécurité financière, avenir brillant, tout ce que j'avais essayé de donner, mais n'avais jamais réussi. Tout ce que ma sueur et ma lutte n'avaient pas suffi à fournir. Madame Catherine a regardé Sébastien avec affection maternelle. « Tu es comme un fils pour nous, mon chéri. Dès le premier jour, moi et Bernard, nous t'avons adopté dans notre cœur. » Sébastien a souri ému. « Vous êtes des parents pour moi aussi. Des parents qu'il avait choisi d'avoir. Des parents qu'il avait choisi d'avoir. Et moi, j'étais le père qu'il avait eu par accident, par malchance. C'est à ce moment que j'ai senti la colère monter. 55 ans à travailler comme maçon. 29 ans à élever ce garçon seul. Nuit sans dormir quand il était malade, argent compté pour qu'il ait le meilleur, sacrifice que seul un vrai père fait. Et maintenant, il avait des parents qu'il avait choisi d'avoir. Je me suis levé pour aller aux toilettes, essayant de contrôler l'émotion. Quand je suis revenu, j'ai entendu monsieur Bernard dire « Sébastien, tu sais que tu peux compter sur moi pour n'importe quoi, hein? Je suis plus qu'un beau-père, je suis ami, conseiller. » Je me suis arrêté à la porte du salon, invisible, écoutant cette conversation qui me brisait le cœur morceau par morceau. Et c'est là que mon fils a dit la phrase qui a tout détruit. Il a regardé dans les yeux de monsieur Bernard avec admiration et a dit haut et clair pour que tout le monde entende « Monsieur Bernard, vous êtes plus un père pour moi que mon propre père. Vraiment. » Le silence qui s'est fait dans le salon était assourdissant. Tout le monde m'a regardé. Les enfants ont arrêté de jouer. Le temps s'est figé. Mon monde s'est écroulé à cet instant. 49 ans de vie de mon fils. 49 Noëls qu'on a passés ensemble. 49 ans de papa depuis qu'il était bébé. Et maintenant, un autre homme était plus père que moi.
un homme qui avait connu mon fils adulte, diplômé, prêt, un homme qui n'avait pas perdu une nuit de sommeil, pas changé une couche, pas séché une larme. J'ai senti les jambes flageoler, le cœur s'accélérer, la voix disparaître. J'ai regardé Sébastien, cherchant dans ses yeux un quelconque regret, un signe que ce n'était pas méchant, mais il a détourné le regard gêné. Il savait qu'il m'avait blessé, mais n'a pas eu le courage de réparer, pas eu le courage de se dédire, peut-être parce que c'était vrai. Je me suis levé doucement. J'ai pris ma petite veste et mon petit sac avec les cadeaux que les enfants avaient à peine ouverts. « Je m'en vais », j'ai dit doucement. Sébastien a essayé de me retenir. « Papa, ce n'est pas vraiment ça. » Mais je partais déjà. Ce n'était pas vraiment ça. Comment il avait été clair, cristallin. Son beau-père était plus père que moi. Fini, terminé. Je suis descendu au rez-de-chaussée en marchant comme un fantôme. À l'accueil, le gardien m'a salué. « Bonne soirée, monsieur Jean-Pierre. »« Joyeux Noël, joyeux Noël. Quelle blague! Je venais de découvrir que j'avais élevé un fils toute ma vie pour qu'un autre homme récolte les lauriers. Je venais de découvrir que mon amour, mon sacrifice, toute ma vie ne valait rien à côté d'un compte en banque bien garni. Je suis arrivé à la maison cette nuit de Noël avec le cœur brisé en 1000 morceaux. Je me suis assis dans le petit salon, regardant notre sapin de Noël petit et simple, avec les décorations que Sébastien faisait à l'école quand il était enfant. Bons hommes en pâte à modeler, petites étoiles en papier coloré, petites clochettes en bouteilles plastiques. Souvenir de quand j'étais héros dans sa vie, quand j'étais tout ce qu'il avait au monde. Je suis resté toute la nuit éveillé, regardant le portrait de Françoise. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, mon amour? Est-ce que je n'ai pas su être père? Je lui parle encore aujourd'hui. Vous savez, quand la solitude pèse, quand le manque fait mal, je parle au portrait d'elle comme si elle pouvait me répondre. Quelle bêtise, n'est-ce pas? Mais c'est ma façon de ne pas devenir fou. Le lendemain, jour de Noël, le téléphone est resté muet. Aucun appel, ni joyeux Noël papa, ni excuse pour hier papa. Rien. Le silence criait plus fort que n'importe quel mot. Mon fils m'avait exclu de sa vie définitivement. J'étais du passé, j'étais encombrant, j'étais le père pauvre qui gênait devant les beaux-parents riches. C'est ce matin-là que j'ai pris la décision la plus douloureuse de ma vie. J'ai appelé l'agent immobilier Michel, qui avait vendu la petite maison d'à côté quelques mois avant. « Michel, je veux vendre ma maison. Il y a des intéressés ?» Il a été surpris. « Monsieur Jean-Pierre, vous êtes sûr? C'est votre maison, depuis tant d'années. » De la certitude, je n'en avais pas, mais je ne voyais pas d'autre issue. 3 jours plus tard, un jeune couple est venu voir la maison. Ils ont été enchantés par le petit jardin, par le pommier que j'avais planté quand Sébastien était petit. « C'est parfait pour commencer notre vie », a dit la jeune femme enceinte. « Nouvelle vie dans la maison où j'avais élevé mon fils. » J'ai conclu l'affaire sur le champ. Prix juste payé comptant. Tout mon passé vendu en 5 minutes de conversation. L'argent de la vente a donné une bonne somme, plus que je n'imaginais. J'ai séparé une partie pour chaque petit enfant. Maxime et Emma auraient un livret d'épargne quand ils grandiront. Le reste, je l'ai divisé en 2 parts. Une pour commencer la nouvelle vie, l'autre pour les urgences. À 68 ans, j'allais recommencer de zéro, seul, sans famille, sans passé, juste avec une valise et un avenir incertain. J'ai choisi Châteauroux dans la région du Berry à cause du nom. Qui a le cœur brisé a besoin d'un endroit qui comprend les cœurs, non? Ma bêtise, je sais. Mais parfois on s'accroche à n'importe quoi pour donner un sens à la douleur. Et le nom de cette région parlait directement à mon âme blessée. J'ai loué une petite maison simple dans une rue en terre, loin du centre. 2 pièces, petite salle de bain, jardin avec de l'herbe qui pousse libre. Ça ressemblait à notre première maison quand Sébastien était bébé. La différence, c'est que maintenant j'étais seul. Il n'y avait plus de pleurs d'enfants pour me réveiller, plus de désordre à ranger, plus de papa, 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 résonnant dans les pièces. J'ai cherché du travail dès le 1er mois. Je n'en avais pas besoin. L'argent suffisait pour vivre modestement pendant un moment, mais j'avais besoin de m'occuper.
Rester sans rien faire était dangereux. L'esprit commençait à voyager, la douleur commençait à faire plus mal. J'ai trouvé Monsieur André qui avait besoin d'aide pour une petite rénovation. Vous avez de l'expérience? 50 ans de métier. J'ai répondu. J'ai été accepté immédiatement. C'était bon de retravailler avec les mains, sentir l'odeur de l'enduit, le poids de la brique, la bonne fatigue de fin de journée. Le travail a toujours été ma thérapie. Quand Françoise est morte, c'est le travail qui m'a sauvé de la folie. Quand Sébastien partait à l'école et que la maison restait vide, c'était le travail qui comblait le vide. Maintenant, avec le cœur brisé, c'était le travail encore qui me tenait debout. Monsieur André était un homme simple, comme moi. Il travaillait dans le bâtiment depuis 30 ans. Il avait une famille humble mais unie. Monsieur Jean-Pierre, vous travaillez comme un jeune homme. Il disait admiratif. Et c'était vrai. À 68 ans, j'avais encore de la force, encore de la volonté. Le corps faisait plus mal, mais l'âme avait besoin de cette thérapie quotidienne, de ciment et de sueur. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Je me réveillais à l'aube en pensant au petit Sébastien courant dans la maison. Je rêvais de Françoise m'appelant pour dîner. J'entendais des voix qui n'existaient pas, des pas qui ne venaient pas. La solitude pesait comme une dalle sur la poitrine. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré comme un enfant, serré contre l'oreiller, regrettant même l'ingratitude de mon fils. Mes voisins étaient de bonnes gens. Madame Thérèse, une dame de 72 ans qui vivait seule dans la maison d'à côté, est devenue ma première amie. Monsieur Jean-Pierre, vous venez d'où? Vous avez de la famille? J'ai raconté mon histoire en résumé, veuf, un fils qui a suivi sa route. Je n'ai pas mentionné la partie sur le rejet, la comparaison avec le beau-père riche. Certaines blessures sont trop intimes à partager. Madame Thérèse avait une sagesse de quelqu'un qui a beaucoup vécu et souffert aussi. La vie est comme ça, monsieur Jean-Pierre. On élève les enfants pour le monde, pas pour nous. Quand ils volent haut, nous on reste en bas à regarder et à encourager. Mots simples, mais qui calmaient mon cœur. Elle ne le savait pas, mais elle m'aidait à accepter l'inacceptable. Le dimanche était le jour le plus difficile, sans travail, sans presse. L'esprit restait libre pour vagabonder. C'était quand le manque attaquait avec force totale, manque de mon petit-fils Maxime me demandant de raconter une histoire, manque d'Emma m'appelant Papy Jean-Pierre avec sa petite voix, manque même des visites gênantes chez Sébastien. Au moins je faisais encore partie de leur vie. J'ai créé une routine pour me protéger de la douleur. Je me levais à 5 heures, prenais un café fort, lisais un petit bout de la Bible que Françoise m'avait donné il y a des années. Puis, travail jusqu'à midi. Déjeuner simple, sieste dans le hamac que j'avais installé dans le jardin. Après-midi, à travailler dans le potager que j'avais décidé de faire. Tomates, salades, choux. Voir les plantes pousser me donnait une satisfaction étrange. Au moins, quelque chose dépendait encore de moi. Le soir, je m'asseyais à la porte de la maison regardant les étoiles. Châteauroux a un beau ciel, sans la pollution de la grande ville. Là, conversant avec Françoise dans mes pensées, je traitais la douleur. Est-ce qu'il regrette mon absence, mon amour? Est-ce que les enfants demandent où je suis? Question sans réponse, mais qui devait être posée. 6 mois ont passé sans aucun contact, aucun appel, aucun message, aucune nouvelle. C'était comme si Jean-Pierre n'avait jamais existé dans leur vie, comme si ce maçon qui avait élevé l'ingénieur n'était qu'un souvenir gênant qu'il valait mieux oublier. J'étais devenu du passé, j'étais devenu rien, mais la vie continuait. Monsieur André m'a proposé un partenariat dans un petit chantier qu'il avait décroché. Monsieur Jean-Pierre, vous travaillez bien, vous êtes de confiance. Et si on faisait équipe? J'ai accepté. J'avais besoin de me sentir utile. J'avais besoin d'avoir un but. Si je ne pouvais plus être père et grand-père, au moins je pouvais redevenir un bon maçon. Le travail a grandi. On a commencé avec une petite rénovation, puis une autre est venue, puis une petite construction. La communauté de Châteauroux m'a accueilli sans question,
sans jugement. Monsieur Jean-Pierre est doué, il disait. Monsieur Jean-Pierre est quelqu'un de bien. C'était bon d'être reconnu pour ce que je faisais, pas rejeté pour ce que je n'avais pas. C'était bon d'être respecté pour mon expérience, pas méprisé pour mon compte en banque. Il y a eu un après-midi où Monsieur André m'a demandé des nouvelles de la famille. Monsieur Jean-Pierre, vous ne parlez jamais de vos enfants. Ils habitent loin? J'ai arrêté ce que je faisais. J'ai regardé l'horizon et j'ai dit la vérité pour la première fois. J'ai un fils, André, mais il m'a échangé contre un autre père, un père plus riche, plus important. Je suis devenu du passé dans sa vie. Monsieur André est resté silencieux, puis a posé la main sur mon épaule. La douleur d'un père rejeté est la pire qui existe, monsieur Jean-Pierre. Mais Dieu voit tout, et la vie fait beaucoup de tours. Ces mots sont restés dans ma tête. La vie fait beaucoup de tours. Est-ce qu'un jour, cette roue allait tourner encore? Est-ce qu'un jour, Sébastien allait comprendre que l'argent n'est pas tout, qu'un vrai père ne se mesure pas au compte en banque, mais à l'amour qu'il a donné pendant toute une vie? Est-ce qu'un jour, il allait regretter le vieux Jean-Pierre? C'était cet espoir fragile qui me tenait debout, l'espoir que, même disparu, même rejeté, j'étais encore père, que, même remplacé par le beau-père riche, mon amour valait encore quelque chose, que même, blessé jusqu'à l'âme, j'avais encore une petite place gardée dans le cœur de ce garçon qui un jour m'avait appelé héros. C'était un après-midi de septembre, presque 8 mois après que j'avais disparu, que le téléphone a sonné. Un numéro de Lyon que je ne reconnaissais pas. J'ai pensé ne pas répondre. Qui allait m'appeler après tant de temps, mais quelque chose dans ma poitrine m'a dit de répondre. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine nerveuse. « Allô, c'est monsieur Jean-Pierre Moreau? C'est moi. Ici c'est Élodie, votre belle-fille. Mon cœur s'est emballé. Élodie ne m'avait jamais appelé de sa vie. Quelque chose de grave était arrivé. Élodie, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé quelque chose à Sébastien, aux enfants ?» Sa voix tremblait, émue. « Monsieur Jean-Pierre, vous pouvez venir à Lyon? C'est urgent. » « Sébastien est à l'hôpital. Je n'ai rien demandé de plus. » J'ai raccroché le téléphone, j'ai pris ma petite valise et je suis parti en courant à la gare routière. Dans la précipitation, je n'ai même pas prévenu monsieur André, ni bien fermé la maison. Je ne pensais qu'à une chose. Mon fils avait besoin de moi. Après 8 mois de silence, après m'avoir échangé contre le beau-père riche, il avait besoin de moi et j'allais être là. Parce qu'un vrai père n'abandonne pas son fils, même quand le fils abandonne le père. Le voyage en car a duré une éternité. 6 heures à regarder par la fenêtre, imaginant le pire. Accident, maladie, qu'est-ce qui était arrivé à mon garçon? Même s'il m'avait fait mal, même s'il m'avait rejeté, il continuait d'être mon fils. Il continuait d'être ce petit bébé que j'avais pris dans mes bras à la maternité, le sang de mon sang. Je suis arrivé à Lyon à l'aube et je suis allé directement à l'hôpital. Élodie était dans la salle d'attente avec le visage gonflé d'avoir tant pleuré. Quand elle m'a vu, elle a couru et m'a embrassé. Première fois de sa vie qu'elle faisait ça. « Monsieur Jean-Pierre, merci d'être venu. Je ne savais pas qui d'autre appeler. J'ai trouvé ces mots étranges. Où était monsieur Bernard? Où était la famille riche? » Qu'est-ce qui s'est passé, Élodie? Elle a respiré profondément avant de répondre. Sébastien a fait un infarctus. Stress, les médecins ont dit. Il travaillait trop, inquiet pour certaines choses. Infarctus. Mon fils de 35 ans a fait un infarctus. Comment il va? Je peux le voir. Il est stable. Monsieur Jean-Pierre, il y a quelque chose que je dois vous dire. Nous nous sommes assis sur des chaises de la salle d'attente. Élodie a pris ma main, chose qu'elle n'avait jamais faite, et a commencé à parler la voix brisée. « Monsieur Jean-Pierre, je dois vous demander pardon. Nous vous avons très maltraité, très mal. Et maintenant, je comprends pourquoi vous avez disparu ce Noël-là. » Elle savait. Elle avait compris la douleur que j'avais ressentie cette nuit maudite. Après votre départ,
Elle a continué. Sébastien est devenu bizarre. Il ne voulait pas parler du sujet, faisait comme si tout était normal. Mais j'ai remarqué que quelque chose avait changé en lui. Il est devenu plus silencieux, plus pensif. Parfois je le surprenais regardant de vieilles photos de vous deux sur son portable. Mon cœur s'est serré. Il regrettait mon absence. Élodie a raconté que dans les semaines suivantes, Sébastien avait essayé de m'appeler plusieurs fois, mais j'avais changé de numéro. Il est allé à la maison où nous habitions, mais la nouvelle famille a dit que j'avais vendu et disparu. Il était désespéré, monsieur Jean-Pierre, il a pleuré devant moi, chose que je n'avais jamais vue. Il disait qu'il avait perdu son père et ne savait pas comment le récupérer. Mais, et monsieur Bernard? J'ai demandé. Le beau-père riche qui est plus père que moi. Élodie a baissé la tête honteuse. Mon père s'est éloigné quand l'entreprise de Sébastien a commencé à avoir des problèmes. Quand mon père a vu que Sébastien n'allait pas donner le retour qu'il espérait, il a commencé à mettre de la distance. Cette proposition d'association a disparu dans l'air quand les dettes sont apparues. L'histoire qu'elle a racontée m'a glacé le sang. Monsieur Bernard avait piégé Sébastien. Il avait promis des investissements qui ne sont pas venus, des contrats qui n'existaient pas, une association qui n'était que du vent. Quand Sébastien s'est endetté en essayant de faire marcher l'entreprise seul, monsieur Bernard a simplement disparu. Maintenant, ce n'est pas le bon moment. Attendons que la situation s'améliore. Tu comprends, non? Et vous savez ce qui fait le plus mal, monsieur Jean-Pierre? Élodie pleurait maintenant. Quand Sébastien a vraiment eu besoin, quand l'entreprise a fait faillite et qu'il était désespéré, mon père a dit « Tu dois te débrouiller, mon garçon, j'ai déjà assez aidé. » Assez aidé? Il avait promis d'être père et à la première difficulté, il a abandonné. Vous n'avez jamais fait ça, jamais. C'est alors que j'ai tout compris. Le beau-père riche avait été père, tant que c'était facile. Tant que Sébastien allait bien, tant que ça donnait du prestige d'avoir un gendre ingénieur, tant que ça ne coûtait rien. Mais à la première tempête, à la première vraie difficulté, il avait montré qui il était vraiment. Un père de convenance, un père de façade, un faux père. Monsieur Jean-Pierre, Élodie a serré ma main fort. Sébastien parlait de vous tout le temps ces derniers mois. Mon père ne m'a jamais abandonné, il disait. Mon père a travaillé comme un fou pour me donner une éducation. Mon père m'a élevé seul et ne s'est jamais plaint. Il comprenait, monsieur Jean-Pierre. Il comprenait qu'il avait blessé celui qui ne le méritait pas. À ce moment, une infirmière est apparue. Famille de Sébastien Moreau, il s'est réveillé et demande son père. Je me suis levé en tremblant. 8 mois loin de mon fils, 8 mois de silence et de douleur. 8 mois à me demander si j'étais encore père de quelque chose. Et maintenant il m'appelait. Il avait besoin de moi, du vrai père, du père de sang, du père qui n'abandonne jamais. Je suis entré dans la chambre et j'ai vu mon garçon dans le lit, pâle, maigre, avec des fils et des appareils. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. « Papa, papa, vous êtes venu !» Je me suis approché du lit et j'ai pris sa main, cette même main que j'avais tenue quand il avait fait ses premiers pas, quand il avait eu de la fièvre, quand il avait eu son diplôme d'ingénieur. Bien sûr que je suis venu, mon fils. Un papa n'abandonne jamais son fils. Papa, pardonnez-moi. Il a murmuré. Pardonnez-moi pour tout. J'ai été un idiot. Un idiot qui a confondu argent et amour, qui a confondu cadeau et présence, qui a blessé celui qui m'aimait le plus au monde. J'ai passé la main sur sa tête, comme je faisais quand il était enfant. C'est déjà pardonné, mon fils. Tout est déjà pardonné. À ce moment, j'ai compris qu'être un vrai père, c'est ça. C'est être présent quand il faut. C'est pardonner quand ça fait mal. C'est aimer sans condition. Monsieur Bernard avait été un faux père, père d'intérêt et père d'occasion. Moi, j'avais toujours été un vrai père, père de sacrifice, père d'amour, père pour toujours. Et maintenant, mon fils avait découvert la différence entre les deux. Une année s'est écoulée depuis ce jour à l'hôpital. Sébastien s'est bien remis de son infarctus, mais surtout, il s'est remis de l'aveuglement que l'argent avait causé.
Je suis retourné à Châteauroux, après être resté quelques jours avec lui, mais maintenant notre relation est différente. Il m'appelle toutes les semaines, vient me voir une fois par mois, amène les enfants pour connaître la ville où papy Jean-Pierre habite maintenant. La première fois que les petits-enfants sont venus ici a été émouvante. Maxime et Emma ont couru dans le jardin, joué dans la terre, mangé des tomates directement du plant. « Papy Jean-Pierre, ici c'est plus agréable qu'en ville », a dit Emma. « Papy, vous m'apprenez à planter aussi ?» a demandé Maxime. Ils ont découvert qu'il existe de la joie sans console chère, qu'il existe du plaisir sans centre commercial, qu'il existe de l'amour sans compte en banque bien garni. Sébastien m'a demandé de retourner à Lyon plusieurs fois. « Papa, venez habiter près de nous. J'achète une maison pour vous, je m'occupe de tout, mais je n'ai pas voulu. Pas par rancune, ça s'est passé, mais parce qu'ici, à Châteauroux, j'ai découvert qui je suis sans être le père de personne. J'ai découvert que Jean-Pierre vaut par lui-même, pas seulement pour avoir élevé un ingénieur. Monsieur Bernard a disparu de la vie de la famille après que l'entreprise de Sébastien ait fait faillite. Il n'apparaît plus au Noël, n'appelle pas les petits-enfants, ne demande pas comment ils vont. Élodie a été déçue par son père, mais a appris une leçon précieuse. Un vrai père ne disparaît pas quand les choses deviennent difficiles. Un vrai père n'abandonne pas à la première tempête. Un vrai père, c'est pour toujours. L'association avec Monsieur André a bien marché. Notre petite entreprise a grandi, rien de luxueux. Mais ça permet de bien vivre et d'aider qui en a besoin. Nous avons construit une petite école pour le quartier, rénové la petite église, fait un terrain de sport pour que les garçons jouent au foot. C'est bon d'utiliser ses mains pour construire des choses qui vont durer, qui vont aider les gens, qui vont faire une différence dans la vie de quelqu'un. Madame Thérèse est devenue ma grande amie. Elle a perdu son mari il y a 10 ans et comprend la solitude. Parfois nous dînons ensemble, regardons les séries, jouons aux cartes sur la véranda. Ce n'est pas de l'amour. Nous sommes trop vieux pour ces bêtises. C'est de la compagnie. C'est avoir quelqu'un pour partager le silence, pour partager les souvenirs, pour ne pas se sentir seul au monde. Qu'est-ce que j'ai appris de toute cette histoire? Qu'on élève les enfants pour le monde, mais on ne s'attend pas à ce que le monde nous enlève l'enfant. Que l'argent peut acheter des cadeaux, mais n'achète pas la présence. Qu'être un vrai père, ce n'est pas donner ce que l'enfant veut, c'est être là quand il en a besoin. Que l'amour ne se mesure pas au compte en banque, il se mesure au sacrifice et au dévouement. J'ai aussi appris que pardonner, ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne pas laisser la rancune empoisonner le cœur. Que recommencer à 68 ans, c'est possible, oui. Que la vie peut être bonne même après une grande déception. Qu'avoir de la dignité, c'est ne pas supplier pour de l'amour, c'est être aimé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on a. Aujourd'hui, quand Sébastien m'appelle et dit « Papa, je vous aime », je sais que c'est vrai. Quand les petits-enfants me rendent visite et m'appellent « Papy » sans nom de famille, je sais que je suis spécial pour eux. Quand Élodie m'embrasse et dit « Merci d'avoir pardonné », je sais que j'ai fait le bon choix. Pardonner fait mal au début, mais libère à la fin. Parfois je prends le portrait de Françoise et je lui raconte comment les choses se sont améliorées. Tu vois mon amour, notre garçon est revenu, ça a pris du temps, ça a fait mal, mais il est revenu. Et maintenant il sait ce que c'est d'avoir un vrai père. Je suis sûr qu'elle sourit là-haut au ciel, fière de l'homme que notre fils est devenu après avoir appris la leçon la plus douloureuse de la vie. La vie enseigne d'une façon dure. Parfois, elle enseigne que tout ce qui brille n'est pas or, que tout sourire n'est pas sincère, que tout père n'est pas un vrai père, mais elle enseigne aussi que le vrai amour revient toujours, que le sang parle toujours plus fort, que celui qui aime vraiment n'abandonne jamais, même quand on abandonne. Dites-moi, vous aussi avez déjà été oublié par ceux qui devaient se souvenir? Vous aussi avez eu votre valeur mesurée au compte en banque au lieu d'être mesurée au cœur? Vous aussi vous êtes déjà senti petit face à quelqu'un qui avait plus d'argent mais moins de caractère? Vous n'êtes pas seul. La vie est comme ça. Elle fait mal pour enseigner, elle fait tomber pour fortifier.
Si cette histoire a touché votre cœur d'une façon ou d'une autre, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez blessé ou quelqu'un qui vous a blessé, laissez un commentaire ici en bas. Racontez votre histoire aussi, parce que c'est en partageant la douleur qu'elle devient plus légère. C'est en partageant l'expérience qu'on apprend qu'on n'est pas seul dans cette marche folle de la vie. Et n'oubliez pas de vous abonner au Conseil de Papy. J'ai encore beaucoup à raconter. Beaucoup d'histoires gardées dans le coffre du cœur. Histoires de gens ordinaires qui ont vécu des choses extraordinaires. Histoires qui font mal mais guérissent. Histoires qui enseignent que la vie, aussi dure soit-elle, vaut toujours la peine d'être vécue. Le café est chaud, la chaise vous attend. Et je suis là tous les dimanches avec une nouvelle histoire. Parce que tant qu'il y aura de la vie, il y aura des histoires à raconter. Tant qu'il y aura des cœurs qui battent, il y aura de l'amour à partager. Et tant qu'il y aura des gens qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls, je serai là, dans mon petit coin, servant le café et partageant la vie. Un câlin de Papy Jean-Pierre, qui a appris qu'être père, c'est beaucoup plus que procréer. C'est aimer, c'est pardonner, c'est être présent, c'est être un port sûr quand la tempête arrive, c'est être un refuge quand le monde fait mal. C'est être père pour toujours. Même quand ils appellent un autre papa, parce qu'un vrai père, personne ne le remplace. Un vrai père est éternel, dans le cœur de celui qui aime. Mettez un like si cette histoire vous a touché, abonnez-vous au Conseil de Papy et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez. À bientôt pour une nouvelle histoire autour d'un café bien chaud.